Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre favorablement à ce point de presse. Cela montre encore une fois votre intérêt pour l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Soyez-en remerciés. Ma présence à Saint-Louis avec mon équipe d'observateurs entre dans le cadre de l'exécution du mandat de l'ONLPL, qui est de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté, tels que prévus par la loi 2009-13 du 2 mars 2009 instituant l'ONLPL. Cependant, ma mission sur Saint-Louis intervient dans un contexte bien particulier. En effet, comme vous le savez, le Sénégal, à l'instar de tous les autres pays du monde, fait face depuis le début de l'année à une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de la Covid-19. Ce virus d'un genre nouveau s'est déjà illustré par la rapidité de sa transmission qui exploite le moindre contact pour se propager, mais aussi par sa virulence en ce qu'il frappe aveuglément sans épargner personne. Il ne se soucie ni de la race, ni du continent, ni de l'âge, ni du sexe ou du statut social de ses victimes. Ses conséquences dévastatrices sont déjà illustrées par la rapidité de sa transmission qui exploite le moindre contact pour se propager. Et ces conséquences ont vite fait de se ressentir dans les familles par des décès qui augmentent de jour en jour dans les administrations et les entreprises en modifiant toute manière d'exercer dans les relations sociales, en nous imposant une distanciation dans nos droits fondamentaux, en y apportant des limitations profondes. Afin d'endiguer la propagation du virus, l'État du Sénégal a pris d'importantes mesures de santé d'urgence qui ont nécessité la restriction des libertés individuelles des populations, y compris celles des personnes privées de liberté. Or, certaines de ces mesures, en l'occurrence l'état d'urgence et le couvre-feu décrété par le président de la République, ainsi que le confinement total des établissements pénitentiaires, bien que nécessaires pour couper la chaîne de transmission du virus, n'en constituait pas moins un lourd tribut à consentir sur la pleine jouissance des droits fondamentaux des personnes, en particulier de celles privées de liberté, en ce qu'elles sont de nature à accroître les risques de commission d'actes attentatoires à ces droits en raison des pouvoirs de police exorbitants qui sont reconnus aux forces de sécurité. Cette situation rendait la mission de l'observateur plus que jamais nécessaire et impérieuse. En effet, au titre de son mandat préventif résultant de l'article 3 de l'OPCAT et énoncé à l'article 1er de la loi 2009-13 du 2 mars 2009, l'ONLPL doit, quel que soit le contexte et les circonstances exceptionnelles, continuer à veiller au respect des droits et à la dignité des personnes détenues. Toutefois, j'ai décidé, dès la survenance des mesures, à m'inscrire dans la droite ligne des directives des autorités publiques en suspendant provisoirement mes visites dans tous les lieux de privation de liberté. Ceci après avoir concilié le caractère impérieux de ces visites et les principes sacro-saints qui doivent guider chacune des actions de l'observateur, à savoir le principe de précaution et celui de ne pas nuire. Cependant, ce temps de suspension n'a pas été synonyme d'inaction. Nous avons consacré notre temps, mon équipe et moi, à mener d'intenses réflexions pour faire profiter de notre expertise des lieux de privation de liberté aux autorités publiques chargées au premier chef de la gestion de la pandémie par des avis et des recommandations. C'est ainsi qu'à la suite du Conseil présidentiel sur la Covid-19, dont la traduction dans le secteur de la justice a été communiquée de presse de M. le
garde des Sceaux annonçant des mesures de suspension d'audience et de confinement total des prisons, j'ai, dans une note du 17 mars 2020, adressée à ce dernier, recommandé que les communications téléphoniques des détenus deviennent gratuites afin de pallier l'interdiction des visites familiales. J'avais aussi demandé que l'on augmente la fréquence et les dotations de savon et que soit prévu en sus des produits détergents, du savon liquide, des produits antiseptiques, des produits hydroalcooliques. Surtout, recommandé qu'il soit davantage fait recours à l'aménagement des peines et aux mesures alternatives à la détention pour lutter contre la surpopulation carcérale et la promiscuité, toutes causes favorisant la propagation du virus. Des correspondances contenant des recommandations ont été également adressées au ministre des Forces armées, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Santé, avec des recommandations spécifiques aux lieux de privation de liberté, placés sous leur responsabilité, surtout de bonnes pratiques pour respecter les mesures barrières afin de préserver du virus ces hauts lieux de vulnérabilité. Il faut reconnaître que la plupart de mes recommandations ont été suivies par les autorités habilitées. Ainsi, je me félicite particulièrement des mesures de grâce exceptionnelles prises par M. le Président de la République qui ont permis à 2036 détenus de recouvrer la liberté. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude au chef de l'État pour ce geste d'une grande noblesse. Comme je l'ai déjà dit, je le réaffirme encore, la suspension de nos visites dans les lieux de privation de liberté n'a pas été synonyme d'inaction. En effet, ce temps de suspension a été également mis à profit pour réfléchir sur la mission et les activités de l'ONPL. Il s'agissait pour nous, dans ce contexte de la pandémie, de redéfinir notre stratégie, nos méthodes d'intervention, de revoir nos objectifs spécifiques et les résultats attendus. Bref, il fallait repenser les actions de l'ONLPL afin de contribuer au mieux à l'élan de solidarité nationale contre la propagation du virus, en particulier dans les lieux de privation de liberté, en les conciliant avec le respect des droits fondamentaux des personnes qui y sont détenues. Maintenant que les autorités chargées de la lutte contre la pandémie, au premier plan desquelles M. le Président de la République nous ont invités à apprendre à vivre en présence du virus, tout en allégeant les mesures de restriction prises dès le début de la pandémie, j'ai décidé avec mon équipe de reprendre mes visites dans les lieux de privation de liberté. C'est ce qui explique ma présence à Saint-Louis, cette belle ville fière de son histoire et pleine de défis. 4 jours durant, du 22 juin au 25 juin, mon équipe et moi-même effectuerons des visites dans 8 lieux de privation de liberté. 3 brigades de gendarmerie, 3 commissariats de police, la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis et le centre de premier accueil pour mineurs sont concernés par ces visites. Ce sera l'occasion pour moi de vérifier l'effectivité des mesures barrières annoncées par les autorités dans les lieux de privation de liberté, avec le respect des droits fondamentaux des personnes détenues. Il s'agira aussi pour moi de répondre à l'appel de solidarité nationale lancé par M. le Président de la République en faisant un don symbolique de produits barrières constitués de 3000 masques, de 630 savons, de 360 gels hydroalcooliques et de 1000 affiches de sensibilisation à ces lieux de privation de liberté, avec l'appui bien sûr de nos partenaires habituels, le Haut Commissariat des droits de l'homme et Amnesty International Sénégal, que je remercie au passage. Je profite également de cette occasion pour lancer un appel à tous les partenaires stratégiques, les institutions, les organisations de la société civile, ainsi que les bienfaiteurs, personnes physiques ou morales, à faire un geste à l'endroit des lieux de privation de liberté, pour préserver les personnes détenues du virus et améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie déjà fortement éprouvées par leur détention. En effet, les conditions de privation de liberté au Sénégal ne doivent pas seulement être l'affaire des pouvoirs publics.
Elle concerne chacun de nous, car ce sont nos pères et mères, nos époux et épouses, nos enfants, nos frères, ainsi que nos amis, qui peuvent un jour être détenus dans ces lieux pour quelque raison que ce soit. Les personnes privées de liberté n'ont pas perdu que le droit d'aller et de venir, à leur guise. Tous leurs autres droits doivent être respectés. Soyons alors, nous autres qui sommes libres, les sentinelles infatigables du respect de ces droits. Vous surtout, messieurs les journalistes, je vous y exhorte, tout en vous remerciant de votre aimable attention. Merci.